J'ai la chance d'avoir une relation assez proche avec Alpine. J'ai réussi à créer une entreprise où il y a quelqu'un qui peut vivre à travers ça et qui kiffe en plus. Et Alonso, là cette année, j'ai trouvé pour la première fois qu'il faisait des erreurs qu'il n'était pas censé faire ou qui n'étaient pas Alonsonesques. Et là, au moment où il commence à me remonter dans les marches, j'entends. Et j'étais comme ça, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genre, c'est pas possible. Alors, on a, comme d'habitude, vous connaissez la musique maintenant, on a l'intro écrit par Joe, le stagiaire, pour introduire notre invité du jour. Alors, t'es prêt ? C'est devenu une référence dans le domaine du sport automobile, ayant roulé en Formule 1 et remporté haut la main la première place et la deuxième place d'ailleurs au GP Explorer. Visiblement, ses bras ont triplé de volume après avoir soulevé l'immense coupe du circuit Bugatti. Faites du bruit pour De Piero. Merci. Très bien, très correct. T'as été soft là sur l'intro. Simple, efficace, rapide. Ça nous fait trop plaisir de t'avoir avec nous. On est à Paris. Merci on est juste devant la Tour Eiffel. Exactement, dans un camping-car. Dans un camping-car. Bérengère. Dans Bérengère. Je sais pas comment, on ne sait pas du tout si on a le droit d'être ici. On risque de se faire virer en plein milieu du podcast. Ça fera partie du jeu. Mais franchement, ça fait trop plaisir de t'avoir là avec nous. Pareil, merci beaucoup de me recevoir. Bien sûr. J'ai vu qu'il y avait du monde qui était passé dans ce podcast, donc du coup, j'ai ma petite place, je suis très content. Non, ça fait trop plaisir. Nous, tu sais, c'est vraiment l'ambiance entre potes. On essaie de capturer ce moment où tu parles entre potes automobiles. Et voilà, juste on kiffe un petit peu. Et nous, on s'était rencontrés. Du coup, on s'était vu vite fait au Grand Prix de France. C'était le dernier Grand Prix de France. C'était le dernier, c'était 2022, c'est ça ? C'était l'année dernière ? Exact. Ouais, exact. Et ensuite, on a eu la chance d'aller à un événement avec Alpine à Londres. Toi, Alpine, enfin, t'as fait beaucoup de choses avec Alpine depuis. Presque trop de choses. Après, ils vont me tuer si je dis ça, mais non, j'ai la chance d'avoir une relation assez proche avec Alpine, de bien travailler avec eux. En fait, à chaque fois, on met des marques, des noms d'entreprises, etc. Mais en fait, on se rend peu compte au final, et je m'en suis rendu compte avec Alpine, on se rend peu compte qu'on aime travailler avec certaines marques parce qu'il y a certaines personnes à l'intérieur. Et en fait, c'est ça qui fait toute la diff. Et peut-être qu'un jour, Alpine, ça s'arrêtera parce que je travaillerai plus avec les mêmes personnes et que ce sera pas le même feeling, et c'est normal, et qu'il y aura d'autres marques où ce sera comme ça, tu vois. Mais jusqu'à présent, j'ai énormément de chance d'avoir fait énormément de choses avec Alpine. Ils ont réalisé beaucoup trop de mes rêves, je pense. Non, mais c'est dingue, enfin, d'avoir le soutien d'une marque comme ça, enfin mythique. Ça doit être quelque chose quand même de fou à réaliser pour toi, que tu as la chance de bosser avec une marque comme ça. Comment cette aventure, YouTube, réseaux sociaux, tout ça, on va commencer par le début. Comment est-ce que ça a démarré pour toi ? Écoute, en vrai, moi, ça a démarré parce que moi, je faisais une école de commerce et de marketing. Okay. Donc, j'ai toujours aimé faire un petit peu de la vidéo depuis le lycée ou ce genre de choses. Et en fait, à la base, au lycée, après le lycée, je voulais devenir réalisateur de films. Ouais. Pas de films comme là, on est en train de faire. Voilà. Là, on est en plein porno ici. Pas dans Bérengère, quoi. Pas dans Bérengère. Et ouais, non, effectivement, je voulais faire ça, et mes parents m'ont dit t'es sûr de vouloir faire réalisateur, et si ça te plaît pas et tout. Donc ils m'ont facilement instauré le doute très rapidement. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais faire une école de commerce et de marketing, et puis si jamais j'ai encore envie de faire des vidéos, des films, etc., je ferai une autre formation, et puis go. Donc j'ai fait mon école de commerce, et en fait, au fur et à mesure, les réseaux sociaux commençaient à se développer. Moi, j'ai commencé mon école de commerce fin 2011. C'était rentrée 2011-2012, tu vois, et donc du coup mon cursus c'était 5 ans jusqu'à 2016 à peu près. Okay. Et c'était toute l'ascension vraiment où ça commençait à devenir de plus en plus fou, les réseaux sociaux. Et donc en fait il y avait des nouveaux métiers qui se créaient au sein des entreprises, comme le rôle de social media manager qui gère toute la ligne éditoriale sur les réseaux sociaux pour une entreprise. Donc c'est la partie communication mais digitale d'une certaine manière. Et en fait ce genre de rôle, moi, m'intéressait de ouf. Et donc du coup j'ai commencé un petit peu à mettre les mains dans le cambouis, et je me suis dit tu sais quoi, je vais faire un stage dans une boîte de prod. Avant ça, j'ai eu la chance d'aller 4 mois à LA pour faire un cursus universitaire d'échange entre guillemets. Donc on avait l'occasion de prendre tous les cours qu'on voulait.
Ah, trop Donc, bien. j'ai surtout pas pris du marketing. Ouais. J'ai Tu vas faire tout sauf, ouais. C'est exactement ça. J'ai pris quand ça s'appelle de l'entrepreneurship. J'ai pris de la TV production. Donc les mecs, ils ont des studios, mais de survénère, dingue là-bas. Avec des moyens illimités, quoi, mais presque. incroyable. Vraiment, t'as une régie de fou furieux, un fond vert, 4K, machin, un set, etc. Enfin, T'as visité Universal Studios, tout ça? Comment tu y Est-ce étais? que j'étais allé à ce moment-là? Mais ouais, j'avais visité Universal et j'avais fait aussi la Warner, que j'avais beaucoup aimé. Ouais, la Warner, c'est génial. franchement, c'est top. Toi, t'as fait ça récemment aussi, non? Récemment, non, Enfin. j'étais à Orlando, mais ça c'était plus les parcs. Ah, ça, c'est Et le j'avais parc, été ouais. à LA faire Warner aussi. Tu sais, tu vois le set c'est de fou. Friends Ah, et bah tout ouais. ça. Tout le monde s'est assis Pour dans un ce fan de canapé. film, c'est C'est un truc de exact. dingue. Aux anges, Ouais. t'as vu, je crois qu'il y avait la Batmobile, devait y avoir Ouais. quelques caisses un peu, Ah un peu ouais, il y stylées avait et tout, tout. tu vois. Donc j'étais, putain, ouf. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'aux États-Unis, j'ai nulle part ailleurs, t'as ce sentiment de tout est possible. Genre vraiment, genre en mode, t'as l'impression qu'il y a une énergie qui te trimballe et qui te fait, ouais, mec, en fait, si tu t'y mets, let's Ouais. go, quoi. Et en fait, ça se retrouve beaucoup dans les réseaux sociaux aujourd'hui avec tous les reels de motivation que tu retrouves, C'est etc. exactement ça. Mais aux États-Unis, tu as vraiment cette vibe et cette énergie que tu retrouves difficilement dans d'autres pays, en tout cas que moi j'ai visité, tu vois. Mais Le American Dream, quoi. Ouais, Ce c'est sentiment exactement que ça. tu peux devenir ce C'est- que tu veux. t'as besoin de $10 en poche et après, tu peux faire grossir ça jusqu'à beaucoup, mais il va Ouais. falloir bosser, quoi. Ouais, c'est sûr. Bref, et donc voilà, donc si tu veux, j'avais tout ce parcours-là. Je suis revenu en France, j'ai fait un stage dans une boîte de prod. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre moi-même les mains dans le cambouis, je vais créer ma chaîne YouTube, Ouais. comprendre comment ça fonctionne YouTube, les miniatures, faire des vidéos, faire de la prod. Enfin, au final, tu fais tout ce que fait une chaîne télé tout seul, Ouais. à plus petite échelle. Et en fait, j'ai commencé à faire ça. Ça m'a permis de mettre une ligne en plus sur mon CV qui m'a permis de me faire embaucher pour mon stage de fin d'études. Et puis du coup, derrière, en fait, à un moment donné, j'ai fait la bascule entre la boîte dans laquelle j'étais, où j'arrivais entre guillemets sur une fin de cycle où j'étais déjà social media manager, j'étais dans le domaine de la banque, donc Ah oui, ok, donc quand même assez donc carré. Ouais. c'est carré, mais en vrai, ouais. ce qui est génial dans le domaine de la banque, c'est que en tant que communicant, moi j'y connais rien en finance, etc. Je Ok. j'y bite rien, mais quand il y a un trader qui fait de la merde, c'est-à-dire que ça te retombe sur la gueule, et donc du coup, il faut gérer Ouais. des situations de crise. Et je me suis retrouvé à faire des mails au comité exécutif de la banque où tu as tous les plus grands noms. Et tu les mets en copie et tu fais tout le monde s'arrête, quelqu'un peut. Est-ce que tout Ouais. le monde peut venir lire le mail? Vérifier que tout va bien, il n'y a pas de faute faute. là-dedans. ouais. Et après, tu reçois des OK, c'est bien noté, merci. Et tu fais wow là là, t'as l'impression d'être une superstar. c'est ouf. Ouais. Mais niveau expérience, c'est dingue C'est ça. génial. Enfin, t'as pu avoir Franchement, c'est accès à génial. un monde qui est fou. hein. Ouais, franchement, c'était ouf parce que tu as beaucoup de belles choses à raconter, mais tu as aussi beaucoup de crises à gérer. En fait, il n'y a pas un jour qui se ressemble. Et je pense que c'est la même chose dans le domaine de la pharmacie, tu vois, des laboratoires ou genre de domaine assez touchy, tu vois. La famille, l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par pistonaddict.com, la plateforme pan-européenne pour la vente en ligne de voitures de collection et d'exception. Bon, Cédric, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de comment ça marche exactement, Piston Addict? D'accord, mais en tant que vendeur ou acheteur, surtout vendeur, vous mettez votre voiture en ligne sur la plateforme. Vous avez le choix d'un prix de réserve, ce qui vous enlève un peu tout le risque dans votre vente, c'est-à-dire vous choisissez un prix minimum auquel vous voulez qu'elle se vende. Très bien. Et ensuite, Piston Addict s'occupe pendant les 7 jours de la vente du marketing de votre voiture. C'est quand même pas trop mal ça. Ouais, c'est magnifique. Et est-ce que, mon Émeric, t'as fait un petit tour pour trouver une voiture qui te disait? Alors j'ai fait un petit tour, c'est vrai que le site est pas mal. Et j'ai trouvé une Alpine A110 avec une super configuration et un prix de départ dans les enchères à 12 000 €. Donc c'est quand même assez cool. Bon après, elle ne se vendra pas à ce prix-là, je pense. Mais Ouais, ça va, donne une idée, ça donne une commence, idée, ça donne toujours envie. Et en plus de ça, on vous a négocié la gratuité des frais de mise en service pour le pack classique vendeur, juste avec le code qui s'affiche sur l'écran maintenant, Propulsion. Et aussi, je vous conseille d'aller sur Piston Addict pour vous mettre sur la newsletter parce que ça vous permet de suivre toutes les nouvelles voitures qui arrivent en vente. Franchement, c'est fascinant juste de suivre les prix. Ça donne une très bonne idée aussi des prix du marché en ce moment. Mais tu sais jamais, il y a peut-être une voiture qui t'intéresse, qui arrive. Par exemple, moi, j'ai trouvé une Porsche 996 que j'ai trouvé très sympa. Toi, tu as trouvé une Ferrari, il me semble aussi. Une 348 TB, assez mignonne. Assez mignonne. Bon, toutes ces voitures risquent de plus être en vente sur le site quand vous regardez ça. Mais il y a toujours des voitures très intéressantes de collection et d'exception. PistonAddict.com, merci pour votre confiance. Merci de soutenir Propulsion. Et on va continuer avec l'épisode d'aujourd'hui. Et ouais, moi, au bout d'un moment, en fait, j'avais un peu tout vu de mon point de vue, tu vois. Je m'étais dit, bon, ok,
j'ai fait le tour. C'est peut-être le moment d'essayer de se lancer sur 1 an sur ma chaîne YouTube et puis voir ce que ça donne. Et du coup, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai probablement jamais. Donc autant essayer maintenant. Et quelques longues années plus tard, parce que c'est comment ça c'est était. beaucoup de travail aussi. Ouais. Bah voilà, j'ai fait beaucoup trop de choses, je trouve. Tu vois, Non, la vie est passée top. très vite et il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on voit cet aspect dans tes vidéos. Fan de films et tu t'y connais très bien dans le côté cinématographie du côté YouTube. Et ça a dû être un énorme atout aussi pour toi dès le début, avoir cette notion. Parce que souvent sur YouTube, tu commences parce que tu sais le contenu que tu as envie de faire, mais après apprendre les caméras, le cadrage, les lumières, tout ça. Ouais, c'est Donc, courageux. moi, je suis toujours là-dedans. Hein. Franchement, moi, niveau caméra, lumière, tout ça. Là, on a pris tout ça parce que ça avait l'air cool, mais on n'a aucune idée de ce qu'on fait avec. Hein. Tant que ça fait de la lumière, Et tant que ça fait de la lumière, ça il règle. y a un bouton rouge, ça lance, c'est bon. Tant qu'il y a tous les boutons rouges, on est bon. Mais ça a dû être. C'est un grand avantage. Et surtout, tu as dû prendre beaucoup de plaisir dans ce côté-là. Parce que. Il y a plusieurs youtubeurs ça c'est le côté qui est un peu compliqué à gérer. En fait, c'est toujours le problème de t'as une idée en tête et il faut essayer de la transformer et de la rendre réelle et t'es souvent limité par ta connaissance du matériel ou ta connaissance de comment on filme, comment on cadre, comment on enregistre, le son et tout, tu vois. Mais j'avais pas non plus 1 milliard de connaissances là-dessus, tu vois, mais par intérêt, je savais comment fonctionnait à peu près une caméra, je savais cadrer, je savais prendre du son à peu près correctement, d'utiliser une couette pour essayer de casser un peu la résonance La bon classique. voilà, tu vois, la classique que tu mets très vite en place et après tes parents ils rentrent dans la chambre et tu dis mais qu'est-ce que tu fais et tu fais, non, sous la couette comme ça, on dirait Harry Potter en train de lire son livre, tu vois. Mais ouais, tu vois, de plus en plus là récemment, j'essaie de revenir un peu plus sur mettre un peu plus de films, un peu plus pas forcément de rêves, tu vois, mais de me mettre 1 ou 2 projets dans l'année où j'arrive à cadrer, enfin où on arrive avec mon monteur et mon cadreur à bosser sur quelque chose d'un peu joli, un peu léché, qui a du sens, où finalement tu travailles vraiment un produit cinématographique d'une certaine manière. C'est ce qu'on a fait cette année avec le documentaire du GP Explorer, tu vois. Et, magnifique d'ailleurs. Franchement, la réal qu'on a faite, elle est folle et gros chapeau à mon cadreur / monteur parce que c'est lui qui a quasiment tout fait. Ah ouais. Ouais, il a vraiment mouillé la chemise, mais en fait, si on a réussi à faire tout ça, c'est aussi parce qu'on a réussi à bien écrire le docu. Et si on n'avait pas réussi à faire ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Okay. Donc, tu savais déjà. Je me suis rendu compte que c'était faire un documentaire d'1 heure et quelques sur plusieurs mois, mais c'est une charge mentale et même un taf qui est monumental. Et surtout que tu as le GP à côté. C'est ça. À préparer. Tu as le côté physique, tu as le côté mental du GP. Et en plus de ça, tu as le plus grand projet vidéo que tu vas réaliser sur ta chaîne. Exactement. Tout ça en même temps, c'est quand même une sacrée claque et il n'y a pas de préparation à ça. Non, même t'as pas de formation, pas de formation pour ça en fait. T'es obligé de filmer toute ta journée limite et après tu tries en fonction de... Alors en vrai, au début on partait un peu comme ça et on s'est dit ça va pas être viable en fait, genre, parce que derrière il faut dérocher des 10 heures de rush par jour, là tu pètes un câble. J'ai pas non plus l'équipe de Steven Spielberg, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Dommage. J'aurais bien voulu, tu vois, mais peut-être que j'aurais fait moins bien. Peut-être la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois, on verra. mais non, ouais, en fait, sur chaque rendez-vous d'entraînement qu'on avait, tu vois, genre au final, on se disait, ok, qu'est-ce qu'on veut filmer à ce moment-là ? C'est quoi la vibe qu'on veut avoir ? C'est quoi le gros morceau entre guillemets qu'on va filmer, qui va s'inscrire dans le documentaire dans une image plus large, tu vois. Et en fait, déjà on y allait, on savait à peu près ce qu'on avait à checker comme case pour dire ok, on a ça. Et après, derrière, je disais toujours filmer plus que nécessaire, on sait jamais. Il peut toujours y avoir, parce que c'est la vie, hein, il peut y avoir des imprévus, machin, etc. Et donc faut être aux affûts tout le temps. Et c'est un taf qui est monumental. Et gros chapeau à Enzo, qui est mon cadreur et mon monteur depuis quelques années maintenant, qui a mouillé la chemise et qui a tout donné, et c'était assez incroyable. Mais finalement, il y avait beaucoup plus de prépa que ce que je pensais. Ouais, tu m'étonnes. Et surtout, cette relation que tu as avec ton cadreur, ton monteur, est tellement importante dans la réalisation d'un projet. Il comprend ce que toi, tu recherches. Toi, tu comprends ses qualités en termes de cadrage, montage et tout, pour ça, et être connecté, complémentaire entre vous deux. C'est ça. C'est vraiment... Et la création de l'équipe est d'une importance folle. Et c'est ce côté d'être sur YouTube qu'on sous-estime. C'est le plus il y a de vues, le plus l'équipe
va grossir grossir. naturellement, mais Ouais. Et la gestion de l'équipe, ça devient, c'est comme un business, c'est une société. Maintenant, ça devient un business. Ouais, c'est exactement ça. C'est un nouveau métier vous qu'il êtes faut combien Il y a donc un monteur, un cadreur. J'ai un employé que j'ai embauché il y a un peu plus d'un an. Trop cool. Félicitations. Merci. Ouais, c'est trop cool et en même temps c'est une énorme responsabilité. Je me rends compte que là c'est ça met la pression. Ouais, ça met une pression quand même assez monumentale, mais il y a beaucoup de fierté de ça parce que tu te dis putain, j'ai réussi à faire en sorte que je crée une entreprise où il y a quelqu'un qui peut, je peux payer quelqu'un qui peut vivre à travers ça. Ouais. Donc et qui kiffe en plus, donc tant mieux. Et non, là, j'ai donc un employé qui me permet d'être vraiment le bras droit parce qu'on n'est que deux officiellement dans ma société, tu vois. Ouais. Et je travaille avec mon cadreur / monteur qui est la même personne, qui lui est en freelance. Okay, ouais. Et derrière, on a quand même 1 ou 2 monteurs à qui on peut faire appel au cas où, tu vois, si jamais il y a des projets qui s'accumulent. Et on a aussi un miniaturiste qui vient faire les miniatures des cool. vidéos. Donc voilà, au final, l'équipe, mine de rien, elle prend un petit peu en volume. J'ai aussi un agent, donc du coup, là, pareil, tu vois, tout ce qui est commercial, tout ce qui est projet aussi, surtout, ça se discute avec cette personne. Donc en fait, le temps je m'enferme dans ma chambre, je fais des vidéos, plus trop quoi. Genre, c'est exactement ça, c'est fou ça a quand changé tu vas de à fou. l'ampleur. Et à partir de quel moment t'as senti qu'il fallait faire ce changement, tu vois ? En vrai, ça s'est fait au fur et à mesure, mais fin d'année dernière, je me suis rendu compte que je pouvais pas être tout seul. Il me fallait quelqu'un avec moi qui puisse faire plein de choses sur lesquelles j'avais plus le temps d'être, du style, ça paraît con, hein, mais faire la mise en ligne d'une vidéo, faire quelques plannings ou faire briefer certains monteurs, etc. En fait, j'avais tellement de cumul de taf qu'il y a plein de choses que je pouvais déléguer. Et du coup, aujourd'hui, je délègue ça à Jordan, qui est mon employé. Il est nous aussi, c'est Jordan. Ouais, voilà. C'est le même. C'est Joe, là. Il est de partout, Joe. Là, Joe, c'est pas le stagiaire, c'est l'employé. C'est le salarié. Donc, mais un jour. Mais ouais, tu vois, en fait, le truc, c'est que ce qui est marrant, c'est que moi, Jordan, il a pas du tout une formation de production, de quoi que ce soit. Lui, il était dans la mécanique automobile, donc il faisait des révisions chez Noroto ou un truc dans le genre. Et en fait, moi, ce que je voulais embaucher quelqu'un qui avait des qualités de vie, de travail, etc. Et derrière, en fait, la compétence, elle s'acquiert. Donc, je m'en fous qu'il soit compétent ou pas au moment où je vais l'embaucher. Derrière, je sais que je vais le former et que ça va bien se passer. Et, c'est toujours la formation en continu, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais tu vois, et comme ça, il te comprend bien exactement dans ta formation. Il va vraiment parce que. Il connaît la F1, il connaît plein de choses. Et puis en fait, il a une éthique de travail qui, moi, me plaisait. Je cherchais ça avant tout, plutôt que de chercher une compétence absolue, quoi. Donc, Et ce milieu du sport auto a tellement évolué dans les 4-5 dernières années, je dirais. Comme ça, pas mal. Ouais. Et pour toi, ça doit être trop cool de voir tous ces nouveaux fans. Enfin, genre ta passion maintenant passionne tellement plus de monde grâce à plein de choses, mais aussi grâce à tes chaînes, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. Et est-ce que toi, tu as vraiment ressenti ça avec le Drive to Survive, avec tout ça, l'amplitude de l'intérêt en sport auto et F1 spécifiquement? De fou, la F1 a pris une proportion qui est stratosphérique. C'est dingue. Genre, moi, je suis la F1 depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 6 ans à peu près, tu vois, donc fin des années 90 avec Hakkinen et Schumacher. Et donc, en fait, pendant toutes ces années-là, la F1, c'était vraiment un sport d'initié, entre guillemets, où fut un temps, c'est Schumacher qui va gagner, donc on allumait la télé, et c'était un peu horrible, entre guillemets, mais en vrai, c'était ça, tu vois, genre les gens, ils allumaient la télé pour voir le départ, voir s'il y avait un carton, un truc un peu impressionnant, sans forcément vouloir le mal d'un pilote, tu vois, mais de voir quelque chose qui choque un peu, tu vois. Et autrement, dès qu'il y avait les 4-5 tours qui étaient passés, il n'y avait plus de dépassement, ça jouait au stand, machin, etc. Donc, on s'en fichait un peu. Et même avant que Liberty Media rachète les droits de la F1 en 2016-2017 à peu près, si tu veux, c'était aussi encore un sport très niche où, à part Lewis Hamilton, qu'on entendait une fois de temps en temps dans les médias un peu traditionnels, un peu mainstream, entre guillemets, tu vois. En vrai, le reste... Personne connaissait un Magnussen, un Hülkenberg, tout ça. C'était pas... En vrai, on n'avait aucune idée de comment se passaient les coulisses. Et bien sûr, Drive to Survive, ça a donné une vue vraiment... Enfin, tu comprends les drames et les petites choses comme ça qui se passent dedans.
Mais en même temps, il y a des pilotes que ça peut déranger, il y en a certains autres que ça ne dérange pas. Ça, ce qui est fou avec Drive to Survive, et en vrai, moi, Drive to Survive, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais dans ma tête, je me disais, s'ils ont laissé Netflix rentrer, ça va être bridé à mort, parce que la Formule 1, c'est un milieu et un sport, mais qui est surverrouillé sur tout, mais vraiment sur tout. J'en parlais hier, je sais plus, avec mon agent, etc. Le bip du paddock, tu sais, du paddock passe concurrent qui fait touloulou. Je suis sûr que ce bip, il est déposé quelque part, tu vois. Ils déposent, mais tout ce qu'ils peuvent. Et s'il y a le moindre quoi que ce soit, c'est non, bonjour, c'est à nous, merci, au revoir, ça dégage. Tu peux rien filmer quand il y a. Techniquement, tu peux pas sortir ton téléphone et filmer parce que t'as pas les droits. Lewis Hamilton, en 2014, faisait des snaps dans le paddock. La F1 a dit, mais non, tu ranges ton téléphone, t'arrêtes. T'imagines quand même. Hamilton, qui était à l'époque, il commençait à être double, triple champion du monde. On était sur à peu près cette époque-là, tu vois. Et t'es là, tu fais, mais 2014, quoi, genre 2014, snap, tout le monde faisait des snaps. Tony faisait des snaps dans le paddock et tout. Les potes des snaps, c'est vrai, quand c'était genre le truc. Bah, ça l'est toujours un peu, mais là. Mais c'est fou quand ce changement. Et aussi, surtout, à l'époque, tu connaissais 3 pilotes, peut-être. Si tu t'es intéressé un peu de loin, tu vois, mais comme moi, par exemple, sur les voitures, en fait, moi, je me dis toujours, les communautés. Voitures comme toi tu as, comme vous avez, etc. Et les communautés sport auto, on est cousins, on se parle pas forcément beaucoup, mais on va se comprendre, tu vois. C'est un peu genre les Scandinaves, genre un Danois il va comprendre un Norvégien ou un Suédois, mais s'il va lui parler danois, l'autre il va comprendre, mais bon, c'est toujours un peu compliqué, tu vois. 100%. Mais ouais, non, effectivement, juste pour revenir sur Drive to Survive, genre au moment où on regarde la première saison, en vrai, je pense que c'est le choc pour tout le monde, y compris pour la F1, parce que ne s'attendait pas à ce qu'ils filment autant de trucs et C'est clair. En fait, tu te dis, mais attends, à la F1, il n'y a personne qui a validé le produit là, parce que vous vous rendez compte quand même de tout ce qui est sorti. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est ultra dramatisé, bien sûr, mais en même temps, tu te dis qu'ils avaient besoin de ça, parce que la F1 était un peu mourante, on dirait. Et donc, comme tu dis, tu connaissais quelques pilotes, mais bon, un Magnussen, un Hülkenberg, des gars comme ça, on les connaissait un peu moins. Donc ça donnait l'opportunité vraiment pour ces personnalités de sortir. Et des gars qui en ont bien profité aujourd'hui, c'est genre les Ricciardo et les gars qui aujourd'hui sont des superstars à une échelle internationale. Ça a humanisé le truc. Tu commençais à comprendre le caractère hors circuit de ces pilotes. Et surtout, je pense que c'est limite une bonne chose que les grosses écuries, Red Bull, Ferrari, Mercedes, n'avaient pas ouvert leurs portes dès le début parce que ça permettait au midfield ou les voitures qui étaient derrière, à ces écuries de vraiment avoir leur moment de gloire. Un Gunther Steiner, tu vois, qui lui dans la première saison, il devient une superstar. Et ça c'est fou, c'était inimaginable avant. De connaître le patron de l'écurie d'une des dernières qui est loin derrière, que tu vois jamais à la télé, etc. Maintenant tu fais putain, il est là. Il est beaucoup plus connu que les rookies quand ils débarquent et c'est des pilotes, tu vois. Donc c'est fou. Et pour moi, la première saison de Drive to Survive, je pense, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Franchement, toutes les autres sont décevantes au final parce que en fait la première a effet surprise, a effet la F1 qui comprend pas. Mais attendez, mais vous avez filmé tout ça là, mais ça c'est pas normal. Et en fait, derrière, je pense que c'est surtout derrière qu'il y a eu beaucoup de fiction, entre guillemets, ou d'écriture sur plein d'épisodes, etc. La première est probablement la plus vraie, ou en tout cas la plus proche de la vérité de ce qui se passe vraiment, alors que les 2, 3, 4, 5 qui ont suivi sont... Ils veulent continuer à choquer, c'est ça limite. Donc avant, ils choquaient parce que comme on savait pas grand-chose des coulisses, tout choquait. Tout était nouveau. Tandis que maintenant, on est en mode vas-y, donne-nous quelque chose qui va nous choquer. Ils doivent un peu faker le truc, quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est assez drôle l'accès qu'ils ont donné à Netflix quand même, parce qu'on a des amis qui travaillent un peu dans la presse pour des chaînes, pour diverses chaînes. Et ils nous disent, vraiment, nous on est là avec nos caméras, mais vraiment, tu as des gardes de sécurité et tout. Ils te gardent en arrêt. Et les gars de Netflix, ils ont vraiment la priorité absolue, quoi. C'est clair. Donc tu te demandes, après le deal, je sais pas à combien il porte de millions, mais je pense que Netflix il rentre tranquille, quoi. Non, c'est clair. Et c'est surtout Netflix que ça a amené à la Formule 1. Si t'es la F1, tu dis allez les gars, passez. Vous voulez, faites ce que vous voulez. Vous avez genre doublé les vues de F1, la taille pour les sponsors. C'est énorme ce qu'ils ont pu prendre derrière. C'est l'importance des réseaux. Excuse-moi. C'est l'importance des réseaux, mais aussi des nouvelles plateformes comme Netflix et ces chaînes-là
ils ont vraiment pris le dessus au-dessus des chaînes télévisées normales, quoi. C'est assez impressionnant. Ils ont compris ce qu'on attendait, entre guillemets. Ouais, 100%. 100%. Et surtout, c'était la plateforme dont beaucoup de gens ont accès. Et c'était facile à l'accès, facile à regarder, etc. Mais donc, ils vont continuer. C'est un peu. Ça a jamais où on sait que quand il y aura une ils fin. continuent. Là, il y a une saison. Il y a la saison 6, je crois, qui sort en février, probablement. Le matin des essais hivernaux de la F1, donc on sera à peu près 20 février ou un truc comme ça. Ouais, pour bien chauffer. Pour bien chauffer à blanc tout le monde en disant j'espère cette année Red Bull ils vont se péter la gueule. Ouais, le classique. Le classique, dès qu'il y a quelqu'un qui domine, on veut le faire tomber. Mais ouais, non, ça va continuer. Et en vrai, tu vois, moi j'ai regardé aussi celle sur les Drive to Survive, entre guillemets, mais pour le golf et pour le tennis. Full Swing et Breakpoint. Breakpoint. Moi j'ai regardé Breakpoint, mais pas Full Swing. Full Swing. Mais, moi j'aime bien le golf. Après, si tu veux, j'ai regardé la Netflix Cup, j'ai arrêté au bout de 20 minutes, c'était bordélique. regardé Déjà, ça, rien que les micros qu'ils ont utilisés, c'était l'enfer. j'ai pas compris. Ouais, pourquoi Je te dis, c'est horrible, ça grisouille tout le temps. Genre, c'est les gars, t'as C'est quoi l'impression le qu'ils ont concept le micro en bouche quoi, quand ils parlent. En fait, tu fais. C'est comme si tu faisais un karting avec des potes et que tu mettais un micro dans le casque et que putain, je suis en train de le dépasser, etc. Mais le tout en live. Et en fait, là, c'est un peu problématique parce que les cams sont un peu éloignés. En fait, c'est chaud. Il aurait fallu avoir des cams beaucoup plus proches les uns des autres. Ouais. Et en fait, tu sais pas qui parle, tu sais pas qui fait quoi. Et il y a c'est mal organisé. Et c'est un peu dommage parce que le concept était vraiment très cool. Parce que c'était quoi? Tu fais Ils ont fait un de golf, un 9 trous. Ils font un 9 trous par équipe. Ouais. Il y a quelques épreuves diverses et variées avec des happenings sur à peu près chaque trou globalement, tu vois. Et après, le dernier, où c'était sur 8 trous, et le dernier, c'est les deux équipes vainqueurs ou deux je sais plus comment ça se passait parce que je suis pas allé au bout du coup, mais après, cool, le concept est cool. Le concept était très cool, tu vois. Ouais. Et ça a été rock'n'roll. Après, c'était la première diff live de Netflix. Ah ouais? Monde, ouais. Ah, wow. Par contre, ça a été ruiné, celui du golf, ça a été ruiné complètement parce qu'on a tous vu l'image de la coupe qui se casse sur Twitter et C'est tout ça Sainz avant qui qu'il a sorte gagné, les C'est ça. Sainz qui a gagné et qui a cassé la coupe. Apparemment, c'est une tradition maintenant en Formule 1 de péter les coups. Ouais, c'est vrai, il y a Norris aussi. Et Ah c'était bien, t'as aimé les full swing et breakpoint, tout ça? J'ai beaucoup aimé le breakpoint parce que moi j'aimais bien le tennis quand j'étais gamin, j'en ai fait beaucoup. Bon, je sais tenir une raquette, quoi, on va dire ça comme ça. Tu vois. T'étais classé? Non. Ah. J'ai jamais fait de compète. Ok. C'est-à-dire, j'ai un pote, il doit être niveau 15 quelque chose, tu vois. Ouais. Si tu veux, moi j'arrive à lui mettre des coups à gauche, à droite, mais en fait dès qu'il s'énerve, Oui, c'est il la met un coup régularité gagnant, c'est aussi, terminé, bonsoir, quoi. Genre, je suis là, je suis putain, je l'ai eu et tout. Le coup d'après, j'ai fait 2 allers-retours sur le terrain, terminé, au revoir. Je suis par terre, tu vois. Mais non, ouais, full swing. Breakpoint, j'avais beaucoup aimé parce que en fait, moi j'ai beaucoup suivi Rafa, Roger, etc. Tu vois. Même Djokovic et toute cette période-là, 2000, 2010 et tout, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, j'ai aucune idée, enfin, en tout cas, j'avais aucune idée de qui étaient les nouveaux joueurs de tennis, un peu en vogue, etc. Et t'as des histoires. Après, je me rends pas compte, je suis pas assez dans le tennis. Et en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que je suis pas assez dans le tennis pour comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comme c'est le cas pour Drive to Survive, où je suis là, où je regarde, je fais ok, donc Toto Wolff, il a pris George Russell pour lui annoncer qu'il était pilote Mercedes derrière. Un motorhome ou un truc entre deux poubelles avec la caméra Netflix et comme ça, et tu fais mais mec, mais jamais ça arrive ça. Ils sont dans un bureau, évidemment, c'est pas plausible, tu vois. Et donc en fait tout ça, je sais pas ce que ça donne dans le milieu du tennis. Et j'ai trouvé que c'était bien foutu, bien monté, et que ça m'a vraiment donné envie de me raccrocher au tennis, tu vois. Ah oui, c'est fou. Mais c'est fou, l'effet est dingue. Et j'ai trouvé ça génial, vraiment. Franchement, moi aussi, j'ai bien aimé. J'ai regardé le tennis, pas le golf. J'ai envie de regarder celui du golf parce que j'ai envie de me mettre au golf. Je sais pas pourquoi. Là, en ce moment, je me suis dit, tu sais quoi, c'est le moment. Au golf, j'ai l'impression. C'est le sport de vieux de 50 piges. Qu'est-ce qui s'est passé là? Roro, la BM que tu gagnes au par 3. C'est exactement ça. En faisant trou en 1, tu vois. Mais ça parle à personne. Mais demain, vu qu'il y a Sainz, Norris, des pilotes de F1 en règle générale qui se sont mis plus full swing, et t'es là et tu fais, mais putain, c'est ouf. Tout le monde va se mettre au golf. a envie de se mettre au golf. Mais Moi, je m'y suis mis là. Tu vois. Oui, c'est vrai, t'as acheté tous les trucs et tout. J'ai acheté, je fais un 9 trous samedi là. Attention, tu le fais où? Au Provençal. Ouais. Mais c'est cher aussi tous les trucs de golf. J'ai regardé ça. C'est. Si tu compares au sport auto, ça reste moins cher. Après, ça dépend où tu vas aussi, parce qu'il y a des golfs qui coûtent une blinde. Mais en vrai, alors. Moi, j'ai acheté mon sac de golf pareil en 2012-13, un truc comme ça, avec un pote qui faisait du golf.
Et en fait, on l'a acheté d'occasion, il m'a conseillé et tout, ça m'a coûté 400 balles, je crois. Ah oui, ok. Et c'est des clubs que j'ai encore et que j'utilise encore aujourd'hui, Ouais, tu vois. ouais. Et en fait, au final, tu peux t'en sortir pour pas si cher. Une après-midi sur un 18 trous avec une voiturette, etc. Bon, sur un Golf qui est pas fou furieux, tu peux t'en tirer pour 100 balles à deux, tu vois. Ok, Mais ouais. tu joues 4 heures, donc tu Ouais, c'est vrai démarres que- à 16h, tu finis, il est 20h ou un truc comme ça. Et tu fais la course dans la voiturette surtout aussi. Tu Ouais. fais le con en voiturette, Ouais. voilà, tu perds 4-5 balles sur le parcours parce que t'es nul. Classique. Ouais. Classique, tu vois, et tu reviens. Et en fait, finalement, 100 balles, entre guillemets, à deux, donc 50 Ouais. par tête à peu près, pour passer une grosse après-midi pour jouer, pour, voilà, pour passer Ouais, un tu bon moment. t'améliores. C'est entre guillemets pas si cher que, que ça. En fait, j'avais même vu à un moment donné que le tennis coûtait presque plus cher Le que le tennis, golf c'est sur très cher certains- maintenant. Si tu veux une C'est bonne fou. raquette, C'est et fou. après tu prends un terrain de tennis, c'est 1 heure. Ouais, Donc, c'est si ça. tu veux faire toute l'après-midi, ça revient au même prix. Hein. Ouais, ça- Moi, j'ai pris un cours de golf. Je me suis pris une claque parce que je commence à faire le truc et il y avait une prof. Elle me fait je pense que vous devriez essayer en gaucher. Et je Ah fais, bon Waouh Le compliment. Genre, vraiment. C'est Genre, tellement nul que essaye à gauche. là-bas, Essaye c'est à pas gauche. possible. tu Tu es vois. gaucher ou droitier? Je suis droitier, Droitier. en plus, mais c'est parce que comme je suis droitier, j'ai le revers à deux mains. J'avais Ouais. un revers à deux mains au tennis. Mm. Ce mouvement me vient plus naturellement du côté gauche. Ouais. Donc je crois que c'est pour ça. Mais après, c'est une galère de trouver Ok. les trucs. Ah, marrant ça. Mais voilà, gaucher, bon, c'est ça c'est le galère, golf. Moi, j'ai envie de parler de Formule 1. De bagnole. Allez, Ouais. J'ai envie de parler. C'est vrai que depuis tout à l'heure, Ouais. on parle cinéma, on parle. Non, on parle non, pas mais c'est- du tout de bagnole. Mais la F1, parce y que arrive. ça me fascine d'avoir ton point de vue sur ce qui vient, ce qui s'est passé, enfin Vas-y. tout ça. Je suis sûr, on t'en parle tout le temps. Donc, Ah, ça va. ouais, je suis sûr, ouais. Mais ouais, l'année prochaine, donc, saison 2024. Ouais. Faisons un petit récap. Est-ce qu'il y a des grands changements en termes de. Non, il n'y a pas vraiment de grands changements. en Non, termes il de y a quasiment pas de changement en termes de règlement. Il doit y avoir des petits twists à gauche, à droite, mais qui vont pas normalement avoir de grosses incidences. Pas de nouveaux circuits. Pas de nouveaux circuits, il me semble pas. Ou Toujours alors un pas de Grand Prix de revenant. France. Ils vont changer Ouais, des dates. Toujours pas de non Grand Prix de France. Mm. Les dates vont changer. On a 24 Grands Prix l'année prochaine. Oh, Ouais. c'est Donc énorme, hein, quand même. Par contre, on a regardé le parcours avec Seb cette fois-ci. Bon, c'est toujours assez à gauche, à droite, mais beaucoup Mais moins, beaucoup moins. que cette année. Il y a- Parce que cette année, le parcours. Et encore cette année, c'était moins pire que certaines années C'est pas faux. il y a quelques années. Il y a Ouais. quelques années, vraiment, il y y avait des trucs où tu t'étais là, mais ça n'a aucun sens votre Ouais. parcours dans le monde. Là, vous faites 4 fois le tour de la Terre en une année, alors que vous pourriez en faire juste une fois le tour. Ouais, tu le fais dans un ordre plus logique. Là, voilà. Là, c'est Miami, je crois, où ils sont. Ouais, c'est. Genre, ils sont en Europe, puis bam, Miami, après Ouais, ils c'est ça. reviennent. Ouais. c'est un Mais truc ça, bizarre. ça va bouger aussi. En fait, c'est à terme, et il l'avait assez bien expliqué justement sur le calendrier de dire. Ça va prendre du temps parce que y a des contrats et qu'il y a aussi des zones géographiques, genre typiquement le Canada, tu peux pas le mettre en début d'année ou Ouais. sur certains moments parce que il neige tout simplement, un peu Ça peut chaud. être drôle après. hein. Moi, je Le clou, le clou, ils arrivent là. Ouais. En plus, ils avaient, Trophée déjà, Andros tu sais qu'ils avaient F1. déjà testé avec une F1, c'était Verstappen qui avait roulé Ouais. sur Ah oui, la j'ai neige, vu, ouais, ouais. ouais, sur une piste Ouais. et tout. C'était assez gaulerie, tu vois. Ouais. Mais ouais, dans le calendrier, il est en train de tranquillement se géographiser, je sais pas si ça se dit, tu vois, mais Ouais, se ouais, localiser on comprend. par C'est un mot maintenant. par ouais, zone c'est officiel, géographique, quoi. ouais. Mais non, l'année prochaine, ça n'a pas beaucoup changé. Et surtout, je crois que c'est la première fois de l'histoire de la F1 qu'on a de la dernière course de la saison d'avant à la prochaine course de la prochaine saison. Aucun changement dans les pilotes qui vont Ouais. être dans les voitures. C'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf. Donc, bon. Peut-être qu'il y aura mi-saison. Red Bull, tu sais jamais quoi. Ouais, là, c'est les paris à prendre maintenant. Ouais. N'hésitez pas à aller voir vos bookmakers pour savoir quand est-ce que Perez va se faire virer. Ouais, mais, ouais. globalement, ça risque d'arriver avant le 31 décembre 2024, je pense. Ouais, je pense qu'il y a des chances. Hein. Toi, tu y crois? Tu penses qu'il peut y avoir du changement à ce niveau-là? Ouais. Parce que je pense qu'il y a un peu tous aussi, mais. C'est là, après, tout dépend de comment il va réattaquer la saison, mais la dernière, toute la deuxième moitié de saison de Perez, elle est vraiment difficile. Tragique. Il a à la fois eu pas de chance, il a voulu forcer des choses qui sont pas bien passées. Donc du coup, il est arrivé deuxième. Ouais, mais c'est championnat, c'est oui. ça qui est terrible, c'est que il fait le du premier, fil quand même. il fait le premier doublé au championnat pilote de l'histoire de Red Bull. Ouais. Red Bull, c'est la première fois qu'ils font 1 et 2 au championnat, et donc t'es là, tu fais, mais ouais. Mais quand tu même. réalises à quel point ils étaient devant. Parce que avec sa deuxième partie de saison, qu'ils réussissent quand même à finir deuxième au championnat, c'est chaud. C'est chaud, Et c'est qu'ils étaient Ils vraiment. trouveront jamais deux Verstappen dans une équipe, c'est pas Oui, possible. c'est sûr. Et je pas pense pas que possible. c'est Donc, nécessairement la c'est meilleure un peu là. stratégie. Non. Tu vois, parce que Ouais. si tu essayes quand tu regardes, Bah. je sais pas, tu vas Vas-y, connaître vas-y. mieux que moi, mais
Hamilton, quand lui, il était devant, la voiture était quand même pas mal tournée vers lui. Verstappen, c'est vraiment le cas. Là, je crois, Norris, quand même, c'était un peu le cas chez Norris, McLaren, un ou... peu plus, ouais, mais Norris, Piastri était pas très loin de Norris quand même. Après, Piastri, il apprend, donc il est en Quelle saison rookie pour lui. Hein. Lui, il a mental, fait une saison franchement. vraiment. En vrai, on pouvait s'y attendre, mais on avait toujours, quoi qu'il arrive, un peu de doute. Tu vois, c'est normal d'avoir des doutes là-dessus, mais parce que tu te dis, bah, c'est quand même la F1, machin, etc. Mais il a tellement prouvé de choses en catégorie junior que tu te dis, vu comment il travaille, il peut pas trop se louper, ou alors bon, il va faire des erreurs, mais c'est normal. Mais là, il a fait peu d'erreurs. Et en plus de ça, dès qu'il a commencé à vraiment, on a commencé à lui donner des pièces pour qu'il puisse être dans les mêmes temps que Norris, on lui a donné des améliorations, etc. Il a répondu présent, il n'a pas fait d'erreurs, ou très peu. Et bien sûr qu'il doit s'améliorer sur la gestion des pneus, etc. Mais ça vient avec le roulage, tu peux pas vraiment faire autrement, tu vois. Donc, lui, c'est vraiment, ça va être une brute, je pense, du futur. Finalement, on se dit qu'il a pas trop mal fait de snobber Alpine en fin de compte pour aller chez le McLaren, sujet sensible, c'est horrible à dire, mais en même temps, bon. Alpine, quand même, surtout en deuxième partie de saison, ont eu une bête de deuxième partie de saison, non? Ça a été un peu en quinconce, ça a été vraiment en dents de scie. Est-ce qu'il y a un autre adjectif? Non, je sais. Non, en vrai, Alpine, il y a eu des hauts et des bas parce que ça s'explique un sur peu la plein de régularité choses. qui manque. La régularité manque. Les attentes qu'ils avaient, justement, c'était de rejoindre un peu les top teams qui étaient devant cette année. La voiture n'a pas délivré ce qu'ils voulaient délivrer, donc du coup, il y a eu. Voilà, ça n'a pas fonctionné sur la voiture. Il y a eu des problèmes aussi de management en interne dans l'écurie. Donc, il y a eu un peu un chamboulement, un ménage qui a été fait à partir de la mi-saison à peu près. Parce qu'il n'y avait plus de team principal. Le team principal a été remplacé à Spa parce que c'était Otmar Safnauer. Ouais, voilà, qui était, le gros nounours qu'on aime bien, que tu as envie de câliner, etc. Qui a été remplacé par Bruno Famin en intérim, et a priori ça se dirige vers finalement pas de l'intérim pour Bruno Famin. Lui, par exemple, il a remporté les 24 heures du Mans avec Peugeot en 2012 ou un truc comme ça, contre Audi. Je crois qu'il a remporté aussi le Dakar en tant que team principal. Donc bon, un gars plutôt sérieux, quoi. C'est sûr. Plutôt pas mal, voilà. Donc non, c'est Bruno Famin, c'est une bonne chose pour le coup. C'est un bon ménage qui a été fait en interne. Donc il y a eu ça. Il y a eu des moments la voiture elle marchait très bien, d'autres moments la voiture marchait pas du tout. Il y a eu quelques erreurs stratégiques, il y a eu quelques erreurs de communication entre les pilotes, et à chaque fois on s'est dit Pierre et Esteban ils s'aiment pas, etc. Alors que si en vrai ils s'aiment bien, ils vont pas partir en vacances ensemble, ils sont pas super potes, mais c'est à dire que comme beaucoup la plupart des copilotes, des équipiers. Donc après sur la piste, quand c'est Gasly, quand c'est Ocon, les deux vont défendre corps et âme leur position, surtout quand c'est le coéquipier, parce que c'est le premier pilote à qui tu te fais comparer. Il y a d'autres équipiers où ça se passe mieux, mais parce qu'ils arrivent à avoir une big picture qui est un peu plus nette. Là où chez Alpine, j'ai trouvé qu'à chaque fois, et c'était aussi le cas du temps de Alonso et d'Esteban, donc c'était l'année dernière, où c'était toujours où tu es là et tu vois les deux voitures se battre en piste et tu as envie de dire mais les gars, en fait c'est pas vous battez pour la 5e place de la course, on s'en fout, quoi. Faut que ce soit plus clair soyez clair, dites non, l'autre derrière il est plus rapide, laisse-le passer, il te traîne, et puis voilà. Et ça a été le cas notamment au Japon par exemple, tu vois. Et en fait on a dit oui, Esteban laisse passer Pierre, et Esteban demande mais du coup est-ce qu'il me relaissera passer s'il y arrive pas. On lui dit oui parce qu'il gérait d'autres trucs sur le pit wall. On dit pas à Pierre qu'il devra le relaisser passer. Et tu vois, en fait, t'as plein de problèmes de communication d'équipe qui fait que, à la fin, tu te dis, effectivement, il y a un des pilotes qui va être lésé, quoi qu'il arrive, que ce soit Pierre ou Esteban. Tout le monde va se dire, mais les deux, ils s'aiment pas, c'était sûr, et t'es là, ça crée des tensions qui sont tellement faciles à éviter, quoi. C'est exactement ça. Donc, du coup, si tu veux, ça a été. Du haut et du bas. Un peu comme chez Ferrari, un peu comme chez Ferrari, où là. Tu es fan de Ferrari ici ou pas? moi j'aime bien, bien. Maintenant ça lève la main difficilement, genre pas sûr. Non mais tu sais, étant à Monaco, on est un peu obligé de supporter un Daguet Charles. Exactement. Un Daguet Charles. Un petit Daguet Charles. Alonso, ça reste quand même le pilote du cœur. Quelle légende lui. Cette année, je crois que tout le monde il a vraiment prouvé en mode.
j'aime bien son attitude. Ouais. Il est juste là pour s'amuser, passer un bon moment. Ah, clairement. Mais les perfs sont ouf derrière. Alors, Alonso, il est là pour s'amuser, mais je peux te dire qu'au fond de lui, lui, il s'amuse zéro. la gagne. Ouais. Lui, c'est depuis qu'il est gamin, je crois qu'il veut que la gagne tout le temps en sport Ouais. auto. Quoi qu'il Lui, il lui reste combien de temps de toute façon? je sais pas, 50 ans à peu près. Ouais. Oui, il va faire ça à 88 ans, lui. Hein. En vrai, en F1, alors justement, c'était un des sujets de renouvellement du contrat d'Alpine avec Fernando l'année dernière. C'est qu'en fait, à partir de 40 ans, et c'est scientifiquement prouvé par la médecine, à partir de 40 ans à peu près, tu peux ne pas aussi avoir un espèce de switch qui va faire que tes réflexes vont tout de suite genre dropper d'un coup sec, et ce switch il intervient à partir de 40 ans. Il peut intervenir direct ou il peut ne pas intervenir, mais genre il peut prendre du temps à se mettre en place, ce genre de choses, tu vois. Et en fait, Alpine avait un petit peu aussi peur de ça, de dire si on s'engage sur trop longtemps, on est bloqué, et s'il commence à avoir ce drop-là, s'il n'est pas autant aiguisé qu'avant, parce que tu payes pour un pilote qui est du calibre d'Alonso, tu payes cher, tu payes... Voilà, donc du coup, il y a plein de choses à prendre en compte. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais donc ça faisait partie aussi des choses à se poser comme question. Et Alonso, là, cette année, j'ai trouvé, pour la première fois, qu'il faisait des erreurs qu'il n'était pas censé faire ou qui n'étaient pas Alonsonesques, parce que à Spa, il se met dehors sur une ligne blanche dans le double gauche là où tu te sors vite, et je me dis mais putain, mais Alonso il peut pas faire ce genre d'erreur, il faisait pas ce genre d'erreur avant, et il y a eu une ou deux petites erreurs comme ça, ce qui sur une saison à 22 Grands Prix, ce qui est extrêmement peu, et où tout le monde va dire bah mais là t'abuses quand même, faire ce genre d'erreur ça arrive, etc. Et j'ai envie de dire ouais, mais en fait ça arrive pas pour Alonso, pour Alonso en fait, tu vois. Et c'est ça qui est un peu terrible, et tu dis putain, est-ce qu'on n'est pas sur un début de déclin? Et j'ai pas envie d'y croire, tu vois, parce que je trouverais ça incroyable qu'il redevienne champion du monde à 40 plus années, tu vois. Ça serait mythique. Ce serait incroyable, ce serait la première fois qu'on ait un champion du monde aussi vieux, mais depuis 30 ans. Depuis le plus vieux, 20 ans, le plus vieux, ça doit être un Fangio, genre 54 ans ou un truc comme ça, tu vois. À l'époque, il roulait. à l'époque, tu débutais ta carrière à 40 ans, donc bon, c'était assez ouf, quoi. Surtout Fangio, ça c'était la légende de l'époque, quoi. Super docu sur Netflix. Il y a un docu sur Juan Manuel Fangio qui est génial, vraiment. N'hésitez pas à aller le voir. C'est. Et il y a aussi un super parce que si vous aimez la F1 mais vous voulez en apprendre plus, il y a aussi un super livre qui vient de sortir. Et bam, c'est bon, on l'a rentré, la transition. T'as sorti un livre, c'est ça, d'explications sur la F1. Donc si tu as envie d'apprendre plus sur toutes les écuries, sur les pilotes aussi. Alors non, c'est un livre très générique sur comment fonctionne la F1 au global. On a pris le parti pris de pas parler d'équipe, de pilotes, etc. Parce que du coup ça ajoute une temporalité. On voulait faire quelque chose d'assez atemporel. Et donc en fait on a regardé, en fait moi je me suis posé la question, je me suis dit à chaque fois on me demande est-ce que tu pourrais expliquer telle chose en vidéo, etc. Et je me suis dit en fait à un moment donné il faudrait peut-être, est-ce qu'il y a du matériel de contenu entre guillemets qui existe quelque part où on te dit c'est quoi la Formule 1, comment ça fonctionne, c'est quoi l'écosystème, les voitures, la combinaison des pilotes, etc. Et en fait j'ai essayé de regarder sur les livres qu'il y avait, tu vois. Et en fait, chaque année, il n'y a que des rétrospectives des saisons qu'on a vécues avec des belles images et tout, et c'est trop cool. C'est toujours des beaux livres que t'offres à Noël, etc. Et en fait, il n'y a aucun livre, ou quasiment aucun livre de, entre guillemets, la F1 pour les nuls d'une certaine manière. Et je me dis, mais c'est pas possible en fait qu'on ait loupé ce coche-là avec Netflix, Drive to Survive, etc., qui n'est pas un journaliste qui est là depuis 1000 ans et qui s'est pas dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'expliquer les basiques de la F1. Et c'est hyper. Alors, il y a des moments où c'était hyper chronophage parce que t'es là, tu fais bon. Alors, où tu fais un peu ton Will Buxton, tu sais, de Drive to Survive, et tu dis, le mec qui part premier, il a plus de chances de peut-être finir premier. Ou si forcément tu te qualifies premier, tu pars devant 19 autres mecs. Ok, merci, mec. Mais après, tu peux rentrer parce qu'il y a beaucoup de subtilité à la F1. C'est ça. Et des fois, quand tu regardes avec quelqu'un qui regarde pas souvent la F1, tu réalises la complexité que c'est d'expliquer le truc. Et donc des fois tu es là, tu dis oui, je sais que lui il est premier, mais en fait il est pas du tout premier parce que il a pas les bons pneus, il va se faire manger après et limite t'as un peu la flemme des fois, franchement juste regarde, il va se faire dépasser quoi. Attends 5 tours, tu vas voir. Donc là maintenant on peut sortir le livre, on peut dire alors page 8, lis ça vite fait et tu vas tout comprendre. C'est un livre pour moi ça en fait. Il est pour ça. Parce que moi je sais que la F1 j'ai beaucoup regardé sur Netflix. Mais avant, je connaissais pas toutes ces règles, tous ces trucs.
Je regardais le départ, je regardais de crash et voilà. Tu faisais la sieste c'est au ça. milieu C'est et ça, après je tu te comprends. réveillais Ouais, pour la fin. Et, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est vachement intéressant. Ouais. C'est chaque fois je vais poser la question à lui. C'est pour ça qu'il en a eu la flemme en fait. Évidemment, Et nous, on avait un jeu surtout de base où c'était un jeu d'alcool. Oh là 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 là. C'est comme ça, j'ai que commencé j'ai la appris F1, les en fait. règles à mes potes. Je me suis dit, tu sais quoi, je sais comment moyens leur sont bons. apprendre. Donc on avait des trucs, c'était genre drapeau jaune, tu finis ton verre. Wow. C'était Safety car, cul sec. non, c'était It's Hammer Time. Si on entend It's Hammer Time sur la radio, cul sec. Mais nous, on avait fait ça, on avait joué à ça pendant la course finale Verstappen-Hamilton. Ouais. Ouais, là, on t'as avait du joué à temps. ce jeu-là. Là, ça peut Juste pendant la course, et voilà, là c'était. On avait terminé la course, on était tous sur le canapé. Comme Ouais, ça, mais tu ça m'étonnes. dépendait qui était pour qui. Mais en vrai, c'est trop bien. Hein. C'est bon, on ne vous dit pas d'aller vous démonter la gueule N'hésitez pas en à regardant une trouver course des de F1. Ouais. Achetez le livre, prenez pas c'est le volant plus après, simple. quoi. Ouais, Non, exact. c'est Prenez clair. pas le volant. Mais on faisait ça, c'était trop bien. On faisait des soirées chez moi à thème un peu de où est la course. Ouais. Donc si c'est la course au Mexique, c'est thème mexicain encore. Et Tequila. et tequila, ouais. Et en vrai, tout le monde connaît les règles très bien à la fin du truc parce que drapeau jaune, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Ouais, drapeau jaune, je comprends maintenant. Ouais. Rouge. Drapeau peut-être- rouge, chacun Peut-être sa que toi, ta bouteille. technique d'apprentissage est plus correcte que la mienne. Ouais. Elle est beaucoup plus Ouais, académique, ouais, on va dire. Exact. Il est toujours dispo le livre. Alors en fait le livre on l'a fait en précommande Ok. sur une campagne KissKissBankBank qui date de mars de 2023 Ouais. je crois un truc comme ça et donc en fait on l'a fermé et après fallait qu'on le livre donc là en fait dernièrement on a livré les livres enfin parce que on a repoussé la date à chaque fois parce qu'on Ouais. a eu plein de galères sur la prod même moi sur l'écriture et tout il y a plein de choses sur lesquelles tu reviens il y a eu beaucoup en fait d'arbitrage à faire Ouais. parce que à la fin, une fois que on avait fini d'écrire le livre, je regarde le livre et je me dis, mais il manque tellement de trucs à expliquer. Ah ouais. Et tout le monde me dit, non mais tu te rends pas compte là, c'est énorme, machin et tout. Et en fait, une fois que j'ai reçu le livre, enfin j'ai reçu le vrai livre enfin et tout, je l'ai feuilleté et je suis, mais il y a trop de trucs, c'est imbuvable. C'est Ah pas ouais. possible. Mais Ah ouais. oui, ok. Donc tu sais. Mais en il fait, faut, c'est ouais. quand t'as la tête dans le guidon, c'est hyper dur. Mm. Mais ouais, non, en fait, genre le livre, c'est. On a fait de la précommande et là, on réfléchit à faire une sortie librairie pour début d'année 2024. On verra à peu près Trop cool. quand est-ce qu'on fera ça, tu vois. Mais il y a eu Ouais. beaucoup de demandes parce que forcément, il y a des gens qui ont loupé les précommandes et tout et qui aimeraient bien avoir Emric, Voilà. on va t'en précommander un. C'est ça, pour Noël. Ouais. ça. Donc ouais, ça sortira, je pense, dans le premier trimestre 2024, un truc comme Ok, ça. Voilà, ok. pour pas en dire un peu plus. Quoi, Ouais, ouais. Et après, le truc qui est cool avec ça, c'est que tu peux aussi aller de plus en plus technique, en plus en plus C'est dans le ça. truc avec des futurs livres. Bah, en fait, peut-être. le but c'était de donner un peu les clés de compréhension du sport sans forcément rentrer trop dans le détail, mais en donnant suffisamment de quoi grignoter entre guillemets, tu vois, Ouais, genre ouais. pour vraiment dire voilà. Et rentrer dans les stratégies. Non. Ouais, Salut. alors justement, en fait, c'est vraiment on a essayé de balayer tous les domaines de la F1. C'est pas genre juste la voiture, l'écosystème, machin. C'est pourquoi ça s'appelle la F1 jusqu'à les stratégies, comment ça peut fonctionner ou c'est en fait genre de t'apprendre à pêcher au lieu de te donner à manger, tu vois. Ouais. Et ça a été un peu le cheval de bataille. Et on explique aussi quelques manœuvres entre guillemets basiques de dépassement, de défense, pour que quand tu vois ça à l'écran, tu pas sois surpris entre guillemets, mais que tu reconnaisses ce que le pilote veut faire, Ouais. ce que l'attaquant veut faire, ce que le défenseur veut faire. Est-ce qu'il le fait bien, mal, quelle a été l'intention de l'un et de l'autre, etc. Ouais. Et en fait, aussi à ma grande surprise, il n'y a pas de livre ou de contenu pour dire un dépassement, c'est tu prends l'aspiration, tu vas te décaler le plus souvent à l'intérieur parce que c'est ce qui est plus avantageux pour l'attaquant. Le défenseur, est-ce que justement il va se mettre à l'intérieur? Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui sont pas expliquées ou qui sont admises entre guillemets ou que tu apprends sur le tas, comme j'ai pu apprendre moi en regardant la F1 depuis gamin, tu vois. Ouais. Et où en fait, personne l'a vraiment bien verbalisé et c'est ça qui me... C'est ça qui me dérangeait un petit peu et je me disais putain en fait si on peut tenter au moins d'essayer de verbaliser 2-3 trucs sans avoir la prétention de donner un cours de coaching sur l'attaque, la défense, la stratégie parce que non, tu vois, bon voilà. Moi, tu dis ça, moi je joue sur F1 23 et puis c'est tout, ça s'arrête là globalement, tu vois, mais je veux dire, il y a quand même 2-3 trucs un peu basiques où tout le monde peut discuter et se retrouver dedans, quoi. Je trouve que c'est une super idée. Et tu dis tu joues que sur F1 ou c'est parce que tu es fan de Formule 1, mais tu as eu une expérience physique à travers le GP quand même. Où il y a eu surtout dans la première année où il y a eu des dépassements. Ouais. Il y a eu une belle bataille. Il y a eu une bataille, voilà.
Et après, dans la deuxième année, où quand même, t'as sacrée performance, quoi. Bravo. C'était vraiment cool. Et enfin, pareil, c'est un autre truc qu'on doit te demander tout le temps, mais c'est que t'as vécu quelque chose de fou. Enfin, t'étais un pilote, un pilote de F1 pendant un jour, mais avec une F4 quoi, pendant un jour. Et c'est une expérience. En fait, c'est là où moi, je me rends compte. Peut-être plus, je sais pas si plus que les autres, parce que je pense que tu vois, Squeezie, Étienne, Amixem, tous ces gens-là, alors peut-être pas Étienne, parce que Étienne il connaît bien le sport auto, tu vois, mais tous ceux qui connaissent pas forcément le sport auto vont vivre ça très intensément et c'est normal, mais vont peut-être pas avoir le recul qu'un fan de sport auto peut avoir et se dire putain, là on est entre guillemets chez moi, tu vois, dans mon domaine, et où ça touche plus ça touche plus profondément, on va dire, le cœur entre guillemets, même si eux ils ont pris des claques, tout le monde s'est pris une claque monumentale avec le public, le fait de faire la course, etc. Tu vois, c'est voilà, il y a toute cette ambiance, donc ils vivent le Grand Prix de ouf, et ils comprennent tout ça, tu vois, et ils ont la chance de comprendre tout ça, mais forcément, comme ils n'ont pas forcément une affection parfois particulière pour le sport auto depuis très longtemps, tu vois, peut-être ça les touche un peu moins profondément, entre guillemets, ce qui est complètement normal, quoi. Ils vont prendre genre les gros trucs comme le public, comme le circuit, mais toi ça va peut-être être les petites choses comme avoir ton casque personnalisé. C'est quelque chose où tu es en mode mais ça, avoir ton nom sur ta le combi, nom de la combi, ta voiture, au-dessus du garage, tu as le premier tour où tu sens le public, où tu as comment ça s'appelle, le grid walk, quand tu as la pression, tout le monde ces ressent ça, moments-là, évidemment. Mais en fait, moi je peux faire un parallèle. Sylvain peut faire un parallèle parce que lui aussi il regarde le sport auto, mine de rien, Étienne, etc. Tous ceux qui connaissent le sport auto arrivent à faire le parallèle très facilement avec la F1 et comprennent vraiment tous les rouages, tous les petits détails, en fait. Et c'est effectivement, tu as raison, c'est là-dessus que ça joue. C'est tous les petits détails qui fait que putain, on a vécu vraiment, on a été dans la peau d'un pilote de Formule 1 de Grand Prix entièrement, et même les pilotes de F2, de F3 n'ont pas la chance encore de vivre ça parce qu'il n'y a pas autant de public en F2, en F3. D'attention médiatique, d'un public qui est aussi communiant, et même Esteban et Pierre, quand ils sont venus cette année, ils étaient choqués de voir que c'était un stade de foot, c'était pas un circuit en fait. Et même les gens de l'ACO, donc de l'Automobile Club de l'Ouest qui organise les 24 heures du Mans, les gens du circuit qui sont habitués aux 24 heures du Mans et tout, la première édition, ils avaient tous les larmes aux yeux à dire mais comment ça se fait qu'à 7 heures du mat, les tribunes elles soient pleines, les gens font des holas, les garages sont fermés, il n'y a personne dans la pit lane, et l'ambiance, mais c'est stade de foot à 7h du mat. Nous on y était, on a eu les chances d'y aller avec Jordan, et je n'ai jamais vécu en tant que spectateur. Il y avait une ambiance tellement, bon enfant entre potes, tout le monde était là pour s'amuser. Il y avait un peu de pression de savoir qui allait finir où, parce que tu soutiens toujours. C'est toujours la petite compétition qu'il y a. Mais moins que par exemple quand tu es à un match de foot, il y a vraiment les supporters à bloc. Là c'était bon, en vrai on est tous là pour s'amuser, passer un bon moment. Et voilà, je me rappelle Joe qui d'un coup il me regarde, il fait tu sais quoi, je vais aller chauffer la foule. Il arrive comme ça, je fais non mais qu'est-ce que tu vas faire? Tranquille. Il arrive, il a un côté, t'as l'énorme stand devant, il commence à faire genre comme ça, toute la foule qui suit, t'es genre 9h du mat, ouais, comme ça, et je regarde, je me suis dit mais à quel événement quelqu'un peut juste débarquer et se dire allez c'est parti. Et c'était toute la journée comme ça, des personnes qui chauffaient tout. Ouais, c'était Jojo. Ce qu'il y a de magique avec ça aussi, c'est que ça rassemble pas seulement des fans de sport auto. Je pense que ça rassemble surtout des fans de créateurs de contenu, etc., qui connaissent pas le sport auto. C'est ça qui est exceptionnel, qui le découvrent et qui d'un coup, peut-être qu'aujourd'hui, ils sont devenus, grâce à ça, fans de sport auto aussi. Et même, nous, on a vécu un truc que tu n'as peut-être pas pu vivre, mais c'était l'ambiance le soir avant. Au Mans, dans la ville. Le soir avant, on se jetait tous dessus, on a essayé de dormir, on n'a pas réussi. C'est mélange d'excitation, de panique, de plein de trucs. J'ai dormi 3 heures pour une journée qui commence à 5h, qui se finit à minuit. Ouais, c'est une sacrée journée. Mais nous, du coup, on pouvait y aller. Nous, on était chillax. Et c'était dingue. Dans toute la ville, c'était que des personnes qui sont venues pour le GP. Et tout le monde était pareil, cette même ambiance entre potes. Toi, tu suis qui? Toi, tu. Et c'était, franchement, c'était friendly de ouf. Ouais. Et c'était comme toi qui fais beaucoup d'événements de sport auto. Quand tu arrives quelque part et tu sais qu'on est tous là ensemble, on est tous là pour la même raison, la même passion. Et ça, c'était vraiment spécial. Et après, on n'est pas sorti le soir même, mais j'imagine que c'était la même chose.
Enfin, pour toi d'avoir eu la chance de vivre ça et en plus t'es arrivé au bout de ce que tu voulais faire en finissant aussi sur la plus haute marche du podium. Ouais, c'était pour moi c'était l'objectif de cette année, mais effectivement le truc c'est que les 2 GP qu'on a fait sont très différents et se ressemblent aussi un petit peu d'une certaine manière, mais ouais, le premier GP, moi je l'ai abordé plus en vraiment volonté de se faire de se faire plaisir, tu vois, de pas forcément chercher la perfo. Évidemment, moi j'ai pété un câble, je me souviens encore dans la voiture quand je fais la pole, t'as je sais pas comment, mais une énergie qui s'est libérée, où tu fais putain, c'est concret quoi, ça prend forme et tout. Mais en fait, ce que je voulais surtout sur le premier, et parce que en fait, on a passé tous les entraînements à toujours être un peu loin les uns des autres ou se faire des petites batailles un peu à distance, tu vois. Mais ce que je voulais vraiment, c'était une vraie bataille en piste, que ce soit pour la P18 ou la P1, on s'en fout, tu vois, mais juste pas me retrouver comme j'ai fait finalement un peu cette année, tout seul sur la piste à faire des tours, parce que on fait ça toute l'année, donc voilà. Là, il y avait un objectif, c'était de gagner, donc forcément, il y avait c'était extrêmement différent. Le plaisir était pas le même. Il était tout aussi intense, mais c'était vraiment pas du tout le même, tu vois. La bataille, elle va te briser si tu perds, elle va te rendre absolument incroyable si tu gagnes, ce qui est normal, tu vois. Mais en fait, sur le premier, j'étais tellement heureux de m'être dit, putain, j'ai passé 15 tours à être au cul de l'autre. J'ai fait une erreur, il a fait une erreur. Ça se finit comme ça se finit, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, tu vois, on passe à autre chose. Mais de faire la bataille et en fait de se dire putain, on est quand même dans des monoplaces, on roule vite, c'est pas du karting, tu vois. Faire des batailles au karting, c'est ça qui est trop bien avec le karting, c'est que tu vas toujours te retrouver avec un mec qui a à peu près ton niveau et tu vas te tirer la bourre avec, et en fait tu t'en fous, tu fais 10 minutes, tu sais pas qui est premier, qui est dernier, machin. Le chrono, juste de faire les manœuvres, machin, d'essayer de mettre l'autre en intox, etc. Et en fait c'est ça la vraie course, tu vois, et c'est ça que tout le monde a envie de voir, et c'est pour ça que le premier GP Explorer, c'est une course qui doit pas être une course référence, et c'est ça tout le problème qu'on a eu sur le 2, c'est que du coup non seulement la course a été écourtée, mais en plus de ça il y avait moins de spectacles cette année, pour être honnête. Mais la première course, elle est t'en as une comme ça par an en F1, tu vois. Et là t'arrives, t'as 20 gars et meufs qui sont en train de rouler, et t'as une grosse bataille comme ça, et tu te dis putain, waouh. Non, ça c'était vraiment fou, et c'est ouf. À chaque fois que je montre à des amis qui sont anglais, américains ou quoi, qui n'ont pas nécessairement suivi, je leur montre, ils disent ouais, mais est-ce que la course était bien après la première, et je montre un peu quelques clips, ils sont ah ouais putain, ça c'est vraiment genre ça y allait, c'était une vraie course, et le fait que c'était aussi la même prod que c'était pareil comment c'est ceux qui ont fait qui font la réal des 24 heures du Mans et du championnat du monde d'endurance. Donc, ça je trouve que ça a vraiment rajouté un truc en plus aussi. On est avec des mecs qui savent faire du sport auto, quoi. Là vraiment c'est les meilleurs. Les chronos, t'avais l'écurie, t'avais le numéro, c'était tellement bien fait. Honnêtement, c'est une fierté française, tu vois, d'avoir eu cet événement. Ah ouais, non, quand tu parles à d'autres youtubeurs, tout ça, tu dis ah ouais, les trucs de boxe et tout, c'est cool, c'est impressionnant. Mais est-ce que vous avez fait une course au Mans? Vous avez réservé un circuit, exact. Le et Mans, ça, c'est dingue. Surtout le Mans. C'est fou. Ça qui est incroyable. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que pareil, j'ai la chance d'en parler avec Pierre et Esteban. Le podium des 24 heures du Mans, il est un peu similaire, et il y a de plus en plus de circuits qui font ce genre de podium qui est un peu à cheval sur la piste, où tu as l'envahissement de la piste qui est un peu traditionnel en sport auto, tu vois. Et le podium qu'on a vécu au GP Explorer, que ce soit l'année dernière ou cette année, c'est quasiment au-dessus de Monza. Ah oui. Où Monza, quand Ferrari gagne, c'est n'importe quoi. Donc là, tu as un podium, la piste qui est envahie, et puis tu surplombes la foule, et les gens sont fous. Et là, tu voyais ça, tout le monde chante la Marseillaise d'un coup. Ouais, ça c'était beau. Et t'es là et tu fais putain, mais c'est incroyable quand on a un pays de fous furieux, c'est génial. Et tu te rends compte que putain, mais c'est presque au-dessus de la F1, quoi. Ah oui, mais 100%. Et tu fais, mais même les mecs qui ont remporté les 24 heures du Mans, qui sont des vrais pilotes, ils ont pas la chance de vivre ça. Et t'es là, tu fais putain, mais c'est. Et même Pierre et Stéphane, je pense qu'ils ont pris une claque aussi en voyant ça. Ils ont bonne claquasse. Moi, je vais te demander niveau prépa.
C'est bien sûr pour le GP1, GP2, ça a dû être un peu différent. Disons, le premier, tu voulais t'amuser, le deuxième, à mon avis, tu jouais vraiment la gagne. Ouais. Qu'est-ce que tu as dû faire pour en arriver à ce niveau-là au GP2 GP1, la question s'est posée longtemps de savoir moi personnellement, qu'est-ce que je voulais vraiment de cette expérience-là. Au début, ça a été forcément un peu la volonté de gagner parce que il y a un peu une réputation à défendre, tu vois, ce genre de choses. Puis en fait, je me suis dit, ah non, en fait, faut se faire plaisir, faut faire quelque chose que t'as pas l'occasion de faire, c'est-à-dire de la bataille en piste avec quelqu'un, quoi. C'est quelque chose qui arrive rarement, surtout quand t'as la chance d'être encadré aussi bien que avec toute l'orga qu'on avait, avec la FFSA, avec l'ACO, Bump, etc. Là, si on casse une voiture, on paye pas, donc ça, c'est quelque chose qui est rarissime en sport auto, à part si t'es pilote pro, et encore, ça, c'est dingue. C'est un truc de ouf. Donc, tu peux te permettre, tu vois, d'aller un petit peu au-delà de, voilà. Donc, c'était vraiment s'amuser. Là, la deuxième, j'ai mis du temps, j'avais un peu peur, j'avais un peu de pression aussi, parce que c'est la pression du... Il a pas gagné la première année, donc là, il est obligé de gagner la deuxième, tu vois. Et c'était un peu la pression difficile à absorber dans ce sens-là. Et en même temps, je me disais, non, mais je vais être là en mode chill, tranquille, etc. Puis en fait, au bout d'un moment, je me disais, mais là, mec, t'es en train de te mentir à toi-même. Ouais. Tu sais très bien que t'as envie de gagner. C'est juste que t'as peur du processus, t'as peur de te donner les moyens de gagner. Et en fait, t'as peur du résultat. Et si tu te donnes les moyens de faire ton processus, d'être aligné avec toi-même en disant ouais, ok, tu veux gagner, c'est pas grave, hein. Ouais, tu te l'avoues à toi-même, quoi. Tu te l'avoues à toi-même. Je veux dire, il y a pas mort d'homme, on va pas t'enfermer en prison pour ça, tu vois. T'as l'esprit compétiteur après, hein, tu peux avoir l'esprit compétiteur, t'as le droit d'avoir envie de gagner. Ça fait pas toi un loser, c'est pas là-dessus que ta réputation va jouer, etc. Donc voilà, vas-y. Et puis j'ai eu ce déclic et je me suis dit ok, maintenant en fait je vais essayer le but du jeu, ça va être de gagner, de faire ce qu'il faut, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arriver et gagner la course. Et ça va passer par plein d'étapes qui vont être faciles, d'autres plus difficiles. Et je me suis mis presque des petits jeux en mode à chaque fois, il faut que je fasse toujours un cran de plus que ce que mon cerveau me demande ou me dit maintenant stop. Genre tu vas à la salle, tu fais 10 reps et tu fais allez, une 11e. Ouais. Et tu fais toujours le petit plus. Et en fait, c'est plein de petits plus comme ça sur toute l'année, même sur des conneries en plus, tu vois, en mode... le petit bonhomme il va passer au rouge pour le passage piéton, allez je me fais un petit sprint, mais c'est que des tu vois, des conneries de ouf. Et pareil on va devoir sprinter là. Mais tu vois, il a validé. Mais c'est que des trucs comme ça, c'est pas genre un petit verre de plus si jamais il y a un drapeau jaune, tu vois, mais oui, voilà. Ça c'est un verre de moins du coup. Exactement. Un petit moins, tu vois. Ouais. Mais la prépa, ça a été surtout une prépa mentale et j'ai eu la chance ou la malchance, je sais pas, de me déboîter l'épaule au départ des 24 heures du Mans. Ouais. Non mais l'histoire est folle parce qu'on va avec Étienne et Amixem et je crois qu'il y avait Anna aussi. On va pour trouver un endroit, un spot pour essayer de regarder le départ des 24 heures du Mans, centenaire et tout, Ferrari, Toyota, Peugeot, tu te dis putain, faut pas louper quoi. Ouais. La grille à faire, c'était blindé de monde, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Ouais. Et on passe dans des escaliers, je me rétame comme une quiche, comme une merde, je sens l'épaule qui se déboîte, c'est la première fois. Mais en fait t'avais des marches qui étaient plus hautes et une plus petite et une plus haute, etc. Tu fais pas gaffe, j'essaie de me raccrocher à la rambarde et il y a juste l'épaule qui se déboîte, le reste rien, tu vois. Et là je tiens l'épaule et je fais non non, ça c'est la première fois que je me déboîtais l'épaule, tu vois, donc je savais pas compris de suite. Non, mais j'ai compris de suite qu'il y avait un truc qui était pas en place. T'as dû le remettre cash direct, non, j'ai pas remis cash parce que je sais pas comment on fait, tu vois. Donc du coup, je m'assois. Tout le monde vient me voir, ça va. Échelle de douleur sur 1 à 10, j'étais 3, 4. Ouais. Parce qu'en vrai, ça fait tant que tu tiens l'épaule et que c'est pas en train de pendre, parce que c'est là où ça fait mal, c'est que en fait, ça te déchire des tissus. Et donc si tu laisses l'épaule brinque-balance, en fait ton épaule elle va vraiment se détacher. Le problème c'est que l'épaule elle tient que par des tissus, elle tient pas par un os ou quoi. C'est juste un os qui est emboîté et c'est tenu par des tissus. Donc en fait quand tu tiens l'épaule, ça fait mal mais 3-4 quoi. Ouais. Donc 3-4 machin, les secouristes arrivent. On va vous asseoir dans la chaise pour vous remonter parce que je t'ai descendu en bas du coup. Merde, oui c'est vrai. Ouais. On va vous remonter pour vous mettre dans l'ambulance et tout. Je fais non mais tranquille, je me lève. Ils m'ont déchiré mon joli polo Lacoste, ils me l'ont bien aussi coupé donc terminé. Non mais tranquille, vous me faites une attelle et j'étais il y a pas quelqu'un qui juste là me reboite l'épaule et ça repart, tu vois. Et non on est obligé de voir si vous n'avez pas fracturé quelque chose, etc. Ce qui est normal, tu vois. Ouais.
truc et tout. Je fais non, mais je peux marcher et tout. Non, mais si vous repétez la gueule dans Ouais, bah là, au poste, ça serait la classique. Tu finis avec l'autre, de là. Bref, donc ils me mettent sur une chaise et tout. J'étais en mode relou. Et là, au moment où ils commencent à me remonter dans les marches, t'as la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace qui fait le départ des 24 heures. Et là, j'entends la musique. Je fais, c'est fou. Ah ouais, donc t'as même pas pu voir. Ah bah non. Et là, j'entends. Oh, le Et j'étais comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, t'essayes de le remettre. Et j'étais là, je tenais l'épaule et tout. J'étais là, c'est pas possible. Et en fait, bah, je pensais que moi, tu reboîtais l'épaule, c'était reparti. Ouais. Et pas du tout. C'est ce que je pensais aussi. Mais... Ah non. Ouais, Ah bah non. 2-3 semaines d'attel et après, bah. Ah oui, quand même. Une fois que t'enlèves l'attel, c'est comme si tu avais un nouveau bras qui avait poussé et il fallait réapprendre au bras à bouger. Et genre, vraiment au début, genre je faisais ça, tu vois, je faisais 10 cm de mouvement d'épaule juste pour essayer de lever à peine le bras. Je pouvais pas. Ouais. Je pouvais pas faire plus. Mon cerveau savait pas faire plus, l'épaule savait pas faire plus. Donc en fait, genre j'étais là, le mythe que j'avais de l'épaule du gars qui arrive, qui se la reboite et c'est reparti. Ouais, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. En revanche, une fois que tu te l'es déboîté une fois, si tu te la redéboîtes assez rapidement, t'as grande chance que tu te la redéboîtes pour toute ta vie, tout le temps. Ah merde, Et ouais, en donc fait, fais attention là donc, quand tu sors là, l'escalier, tout ça. Ouais. Ça fait longtemps que je fais attention, que j'essaie de remuscler un peu tout ça, etc. Mais plus le temps passe, plus les tissus vont se renforcer et tout, tu vois. Mais si tu la redéboîtes, derrière, bah, effectivement, tu la reboîtes, ça dure 48 heures, tu refais de la rééduque, mais c'est moins violent qu'avant. Enfin, voilà, tu prends l'habitude de te déboîter les pompes. Ouais. Et t'as eu peur pour le GP quand même? Tu t'es dit. La première réflexion, c'est en mode ok, combien de temps d'attel, combien de temps de rééducation? On regarde, et puis a priori, ouais, j'étais à peu près safe pour savoir tenir un volant et le tourner. Après, la force qu'il fallait mettre dedans, ça c'était un autre problème. Parce que la F4 c'est physique, il n'y a pas de F4 c'est direction quand même assistée pas, et tout. c'est physique, il y a d'autres catégories très physiques aussi, mais celle-là est c'est pas mal, ouais. Ouais, moi j'aurais eu peur. Ouais. Mais ouais, non, écoute, le rééduc, j'ai posé la question au kiné, tu vois, et le kiné il m'a dit bah écoute, en vrai tu seras jamais à 100% au GP. Ça va, comme d'habitude, quand tu fais de la rééduc, ça dépend toujours de si t'es sérieux, discipliné ou pas, tu vois. Donc je fais 4 séances de kiné par semaine et à la maison il faut faire tous les exercices qu'il faut faire pour continuer à s'améliorer, etc. Parce que tic tac, tu vois. Donc c'était un peu chaud, et puis au final ça a été un peu le challenge, mais c'est là où ça a été entre guillemets positif, c'est que ça m'a beaucoup discipliné sur pas forcément l'hygiène de vie, tu vois, mais sur la discipline mentale de faire tout le temps la même chose, de devoir avec un objectif dans ta bulle. C'est exactement c'est bien, et ça tu peux l'amener sur d'autres choses après. Une fois que tu t'es débloqué, tu vois que tu peux le faire et qu'en vrai c'est pas si difficile. C'est ça. Mais c'est quand même dur en général. Ouais. Moi, on en parlait hier avec Joe, on doit le faire normalement, même pour le boulot et tout. Pas quelque chose de simple de s'habituer à faire ces. Quand c'est médical, t'es un peu obligé, entre guillemets. Mais si tu le fais toi, c'est dur. C'est clair, t'as des fois t'as des séances de kiné, tu te dis putain, la flemme et tout ça, mais en même temps tu sais qu'il y a un but derrière. Quand t'as un objectif qui est fort, derrière tu peux tout faire en fait. C'est assez simple, et tu te dis ouais, ok, là j'ai pas le choix, faut le faire, quoi. Donc quand t'as pas, et c'est là où le fait de se placer des objectifs, c'est hyper important. Ouais, c'est que ça te permet justement de te driver sur ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, et tu te dis ok, derrière tu décomposes en plan, en séance à faire, machin, etc. Peu importe que ce soit physique ou sur des projets, tu vois, mais c'est hyper important. Et tu peux y aller step by step. Moi j'avais dû faire une rééducation pour ma voix, c'était plutôt drôle. Je devais faire... ça doit être l'enfer. J'avais des exercices, la tourterelle, tu te rappelles? C'est quoi la tourterelle? On allait en voyage pour filmer le truc. Attends, mais t'avais eu quoi de la voix? J'avais eu 2 polypes aux cordes vocales, et donc du coup ils ont dû les enlever, et pendant un mois et demi je pouvais pas parler. Donc j'avais mon téléphone comme ça et je devais montrer comment ça va. Oui, bien. Des fois, c'est pratique. Moi je parle beaucoup aussi, donc tu vois. Mais t'imagines, plus de vidéos. Donc j'ai dû demander à des potes qui faisaient YouTube de faire des vidéos pour ma chaîne. Énorme. Ouais, c'était cool. C'était genre un mois de takeover en fait sur ma chaîne.
Et ensuite, j'ai dû vraiment faire la rééducation. Donc, quand on voyageait, des fois, je disais, les gars, je suis vraiment désolé, on allait se coucher, tu sais, tous dans la même chambre. Je disais, je dois faire juste une. Tu vois, des trucs comme ça, Ils étaient là en mode, t'es sérieux? Oh, l'enfer, toi, t'es carré. Le cheval et tout, je vais vers le cheval. Mais après, ça allait. Et j'ai réalisé à quel point, de pas pouvoir parler, c'est vrai, c'est costaud quand même. C'est difficile parce qu'il y a tellement de petits trucs que tu finis par ne pas dire. Ou parce que ça prend tellement de temps, écrire genre passe-moi un couteau, j'ai besoin d'un truc, tu vas juste aller chercher ton couteau, tu vois, parce que tu vas pas écrire. C'est moins sa princesse là du coup. C'est plus agréable, c'est plus agréable. Il était très gentil d'un coup, tu vois. Il disait s'il te plaît, je vous prie, monsieur. Voilà. Non, on est poli par ici. D'ailleurs, en parlant de ça, on a des cadeaux, on a 2-3 trucs pour toi. Tu vas voir, on vient de lancer notre nouvelle merch. Alors, on a déjà un porte-clés, un pour toi. Et un qu'on va te demander de signer, qui sera disponible pour quelqu'un sur notre shop. Parce que du coup... il est en raccord avec ton pantalon. Ouais, voilà. Ouais, nickel. Ouais, on l'a fait pour ça, tu vois. Ils sont en train de bosser derrière, ils ont voulu rentrer avec ce pantalon et ils ont fait le même, Et là, il y a je dédicace le t-shirt. Non, le t-shirt. Le t-shirt, tu le gardes. Le t-shirt, je le garde. Ouais, et tu peux dédicacer... Ah, on a le stylo. Stylé. Ah ouais, les champions du monde. On va le trouver même après le podcast et comme ça tu pourras le signer. Et le t-shirt, t'as un petit You Drive Me Crazy à l'arrière. Ah ouais. Attends, je regarde l'arrière. Ouais, un petit jeu de mots. On a tenté le truc. Drive Me Crazy. Voilà. Ouais. Et en gros, ça, voyager, faire ses voyages pour propulsion, ça nous permet au moins de vivre notre kiff, de rencontrer. Tu vois, c'est trop cool, je trouve. Nous, on est tous fans de ce format parce que tu peux vraiment passer un moment sans téléphone, sans distraction, où tu apprends à connaître quelqu'un, tu discutes, et ça, aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. Et donc, pour nous, Propulsion, c'est comme de la thérapie, limite. Et donc, ça nous permet de le faire. Donc voilà. Toi, t'as quoi comme projet là qui arrive? Écoute, déjà, je vais essayer de. Je suis en train de refaire mon studio cool. depuis. Sur Paris ici. Sur Paris, ouais. En fait, normalement, j'aurais dû avoir le studio début septembre, début octobre, un truc comme ça. Bon, on est fin mi-décembre, quoi. Ouais. Mais, classique. C'est classique. Donc il y a ça. Donc ça reste un gros morceau encore à faire. Puis après, sur l'année prochaine, écoute, il y aura la probable sortie du livre en librairie, donc cool. il y aura un petit peu ça à gérer. Plus la saison 2024 de F1 qui va être longue, très longue. Ouais. Et puis contenu à chaque fois. Contenu à chaque fois. Puis je m'intéresse aussi beaucoup maintenant au WEC, donc au championnat du monde d'endurance, avec des voitures qui sont magnifiques. Et puis l'année prochaine, il y aura beaucoup de nouveaux constructeurs en GT, en hypercar et tout. Donc ça va être vraiment trop cool. Donc ça, pareil, il va falloir le suivre. Ça va demander du boulot. Et puis sinon, je crois qu'en vrai, l'année prochaine, en termes de projet, il n'y a pas grand-chose qui va sortir. Beaucoup de choses sur lesquelles on va commencer à bosser ou réfléchir. Tu vois, c'est des débuts de projets, d'idées un peu à la con. Voilà, donc, trop le cool. GP Explorer, il y sera. Je sais pas. Je suis pas dans sa tête. Est-ce que je serai invité? Peut-être pas. Je ne sais pas. Peut-être que la défense du titre, s'il se fait la défense du titre, peut-être faire la belle. Je sais pas. J'en sais rien. Donc, écoute. Ah oui, c'est vrai, la belle. J'avais pas pensé à ça. Peut-être. C'est pas mal. Voilà. Mais en vrai, alors tu vois, en vrai, si demain il y a un GP Explorer 3, je l'aborderai vraiment en mode coolos, en mode. Je m'en fous du résultat. Là, il n'y aurait pas ce côté de la belle, j'ai envie de... En fait, le problème, c'est que quand tu mets le casque et que tu fermes la visière... Je pensais que c'était un mythe, tu vois. Que les pilotes, quand ils ferment la visière, genre... il y a un truc qui se passe dans la tête où ça décroche et puis les mecs, ça deviennent que pour leur gueule, hyper compétiteurs et tout, tu vois. Je pensais que c'était un mythe. Et putain, mais qu'est-ce qu'on est con quand on baisse la visière. Ah ouais. Tous les risques, tout ça. On devient débile. Mais c'est un truc de ouf. Tu mets le casque dans ta voiture, tout va bien. Ouais, tu fais pas trop le con. Machin, truc. Tu fermes la visière et là, je le décroche direct. Ah ouais, c'est ça. Et en plus, là, t'avais pas les frais derrière en soi, comme t'as dit, si t'avais un accident. Mais des fois, tu sais, tu vas y aller et tu te dis, j'ai pas envie d'avoir un accident, je vais pas prendre de risque, je vais y aller cool parce que derrière, si j'ai un accident. Tu baisses ta visière, tu sais quoi, je m'en fous. Si on One life, baby. Ouais, exact. Mais ok, trop cool. On va suivre tout ça, on va mettre tout en description pour que tout le monde puisse. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça passe tellement vite. Mais de fou. Moi, je pensais qu'on en avait encore pour 1 heure ou 2. Là, on est à combien de temps là, Joe? Là, on est à 1h12.
1h12. Ouais, tu vois. Ouais, quand mais même. je m'étale Ouais, aussi ouais. tellement de. Mais non, Tellement de trucs. Non, mais c'est trop. Bah, J'ai tu sais quoi l'impression qu'on n'a pas parlé de bagnole. tu sais. Ouais, mais tu sais quoi, tu reviens, on en refera un, tu reviens quand Avec tu grand veux. plaisir. Et Je franchement. reviens nous- dans Bérangère quand je veux. Du coup. Oui, Ouais, tu bah reviens ouais, dans exactement. Bérangère, c'est ta maison Classe, maintenant. classe. Hein, ouais, voilà, classe comme. Sur ce, les gars, on va finir là-dessus. Voilà. Merci encore d'être venus. Merci les gars de toujours être là. Avec Merci plaisir. de nous écouter, nous regarder. On est sur YouTube en vidéo, on est en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, de partout. Et merci de suivre cette aventure avec nous. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Seb. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.